Bienvenue dans Toutes les France. La condition des femmes est-elle l'indicateur principal du progrès d'une civilisation? Débat avec nos invités aujourd'hui. Smaïn Lacher, je commence par vous, dans le cadre d'une émission consacrée aux femmes et à la condition des femmes en général. Smaïn Lacher, vous êtes chercheur au Centre d'études des mouvements sociaux. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. On va citer De la violence à la persécution. Femmes sur la route de l'exil, c'est publié aux éditions La Dispute. Vous avez également écrit Femmes invisibles, leurs mots contre la violence aux éditions Kalman Lewis, en parlait d'un dictionnaire de l'immigration, apparaître aux éditions Larousse. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Rokhaya Diallo, vous êtes chroniqueuse, vous êtes également militante antiraciste. Vous avez écrit un ouvrage intitulé Racisme, mode d'emploi aux éditions Larousse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Wassila Tamzali, vous êtes féministe algérienne et vous tenez à ce titre. Vous avez été également écrivaine, essayiste. Vous avez dirigé la section, le secteur du droit des femmes à l'UNESCO pendant un certain nombre d'années. Et vous avez écrit, entre autres, Une éducation algérienne aux éditions Folio et Une femme en colère aux éditions Gallimard. Merci d'avoir accepté l'invitation de Toutes les France aujourd'hui. À vos côtés, Isabelle Alonso, qui me fait toujours le plaisir d'accepter l'invitation de Toutes les France. Vous êtes essayiste, écrivaine. Vous avez écrit un roman intitulé Maman à l'eau de bleu. Non. Mon dernier roman publié s'appelle Maman et Maman, le prochain à paraître. Voilà, le dernier c'est Maman et à l'eau de bleu c'est un autre roman à paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson. Oui. Merci infiniment Isabelle Alonso d'être avec nous aujourd'hui. Comment on pourrait définir, Smaïn Lacher, une civilisation? Écoutez, moi, depuis le temps que j'écris, depuis le temps que je lis, depuis le temps que je fais des recherches, jamais je n'ai employé ce mot. J'ai employé le mot de système culturel, mais de civilisation, jamais ça n'est venu une seconde sous ma plume. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Ça renvoie à des choses extrêmement larges. C'est des espèces de mots porte-valises. On y met ce que l'on veut, on retire les choses que l'on veut. Donc c'est, à mon avis, pas un mot... Il n'y a pas de civilisations qui ont marqué l'histoire sur la durée, qui ont... Oui, je crois qu'il y a des systèmes culturels qui ont marqué l'histoire. Et vous allez voir, quand vous allez aborder la question du statut et de la condition des femmes sur notre planète, à travers l'histoire, vous verrez que vous emploierez peu le mot civilisation, mais beaucoup la notion de société et la notion de système culturel. Le progrès, est-ce qu'il doit être lié à un système culturel, à une société ou plutôt à une civilisation? Est-ce que le mot civilisation vous semble pertinent, Wassila Tamzali? Moi, j'aime le mot civilisation. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire très vite et rapidement ce que ça veut dire, mais disons que je m'y retrouve un petit peu quand je lis, voilà. Je crois qu'on peut dire civilisation. Aujourd'hui, on est... alors, le souci, c'est dans les définitions, on a toujours tendance à les hiérarchiser, ce qui est vraiment ridicule, et à les territorialiser, ce qui est encore peut-être plus ridicule. Je pense qu'il y a une civilisation qui mène à l'humanisme, humaniste, et toutes les civilisations, il n'y en a qu'une seule qui se déplace peut-être dans l'espace et qui se trouve à un moment donné à un endroit... donné. Mais ce qui me plaît, moi, dans les civilisations, c'est leur côté, c'est la continuité qu'elles représentent pour moi. C'est-à-dire que quand on passe de la civilisation, disons, de l'époque, la civilisation arabe, ce qu'on a appelé la civilisation arabe brillante du 7e, 8e, 11e siècle, à la civilisation occidentale, ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Alors, ne me demandez pas vraiment ce que ça veut dire, mais quand on passe à la civilisation occidentale, moi, ce qui me plaît de trouver, c'est les continuités. Voilà. Quand aujourd'hui, la civilisation nord-américaine, par exemple, elle est d'une certaine manière l'héritière de toutes les civilisations qui sont passées. Donc vous, c'est plus la continuité que les points de rupture que... Ah oui. C'est la continuité. Alors, la continuité et l'accumulation. Oui. L'accumulation. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je plaiderais... à une meilleure condition de l'homme et de la c'est pour ça que je plaide pour
l'universel et pour l'humanisme. Parce qu'il y a, dans toutes les civilisations, il y a eu des progrès, et je trouve que le mot progrès, il ne faut pas en avoir peur. Oui. Il y a eu des sauts qualitatifs qui ont permis de mener à l'humanisme. Voilà. Isabelle Alonso. Je suis un peu d'accord pour dire que le mot civilisation est un vaste fourre-tout, hein, on peut en mettre des choses là-dedans. Et puis la limite entre une civilisation et une autre, par exemple on parle de la civilisation arabe par rapport à la Méditerranée, par rapport à la civilisation européenne, il y a quand même des zones, je suis d'origine espagnole, donc il y a des zones où ça se mélange depuis très longtemps. Donc peut-être on peut le définir par rapport à son contraire, peut-être que la civilisation aime à se définir par rapport à la supposée barbarie des peuples plus brut de décoffrage, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai on est plus dans la précision si on parle de société ou de culture. Maintenant que la situation des femmes soit un marqueur, oui. Oui, on va y revenir. À chaque fois que je vois un reportage ou un documentaire sur un endroit de la planète que je ne connais pas, la première chose que je vais aller regarder, c'est comment les femmes y vivent, comment elles y sont traitées et quelle est leur possibilité de décider pour elles-mêmes. Et malheureusement, là-dessus, je dois dire que si compétition il y a, elle est très triste parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits, pour pas dire aucun, sur Terre où les femmes sont véritablement ont le choix de leur propre destinée, quoi. Elles sont partout sous contrôle masculin. Rokhaya Diallo. Alors moi, je suis assez méfiante par rapport au terme de civilisation, notamment parce qu'il a fait écho à un certain nombre d'injonctions coloniales. Ce mot-là a été beaucoup utilisé par les promoteurs de la colonisation qui estimaient qu'ils avaient un devoir de civilisation et ça n'a été qu'un prétexte pour habiller des intentions belliqueuses et des intentions qui étaient plutôt des intentions de domination et d'assujettissement des humains. Nous étions déjà dans la hiérarchie. Absolument, mais c'est là qu'on considérait qu'il y avait un monde civilisé qui avait le devoir de civiliser le reste du monde qui était un monde barbare. Pour reprendre un terme qui a été employé auparavant. Donc, alors que les barbares en question pouvaient tout autant revendiquer des civilisations. Donc, on voit bien que pour moi, c'est un mot en tout cas, c'est un mot dont je me méfierais beaucoup parce que je crois que souvent, il est invoqué pour des gens qui prétendent appartenir à la civilisation des dominants. Et c'est souvent une manière, finalement, de masquer une hiérarchisation. Je vois difficilement comment on peut parler de civilisation sans nécessairement se prêter à une classification qui induit une forme de jugement de valeur. Oui, voici la Tanzanie. Par définition. Écoutez, d'abord, toutes les civilisations étaient des civilisations impérialistes et dominatrices. Hein. La volonté d'expansion existait. Mais évidemment, la volonté d'expansion, elle existait, même si on compare toutes les civilisations du monde. Ce qu'on appelle la civilisation chinoise, ce qu'on appelle... Alors, il y a évidemment nous, en tant qu'individus, on porte dans nos mémoires, évidemment douloureuses, des colonisations qui ont été faites au nom de la civilisation. Et on sait très bien que ces civilisations se sont, d'une certaine manière, je dirais, trahies elles-mêmes. Ou, par exemple, la guerre d'Algérie a été par les pratiques qui ont été, comme la torture, ont été un démenti violent à l'idée que la civilisation occidentale était porteuse des droits de l'homme et de l'humanisme. Mais, mis à part ce bilan que nous devons faire en tant que... Je pense que ma génération est celle qui a mené cet inventaire de la civilisation qu'on a appelée occidentale. Par exemple, aujourd'hui, nous nous battons pour des principes qui ont été considérés et qui sont encore considérés comme des principes de civilisation occidentale, n'est-ce pas? Je pense aux droits de l'homme, je pense au sujet, à la liberté individuelle, à la démocratie. Tout cela, ça a été inventé dans ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et nous sommes en train de nous battre pour ça. Mais nous faisons l'inventaire. C'est-à-dire qu'avant d'accepter cela, et surtout par rapport au discours, par rapport à ce que vous venez de dire, nous devons être très précautionneux, c'est-à-dire de ne pas être assimilés à ces civilisations-là, mais en prenant compte que ce qui a été le cœur de la civilisation occidentale, est quelque chose que nous sommes en train de défendre aujourd'hui dans nos pays. Alors, après, le cœur, c'est une question de point de vue, parce que moi, j'estime que 400 ou 500 ans de domination, quelqu'un peut considérer que c'est aussi le cœur de la civilisation occidentale. Donc, on ne peut pas, dans une civilisation, enfin, ce qu'on définit comme une civilisation, revendiquer uniquement des aspects qui seraient positifs comme étant intrinsèquement liés à cette civilisation et rejeter en bloc tous les aspects. Oui, mais l'inventaire, moi, je le trouve relativement équilibré. C'est un inventaire sélectif, selon vous. Voilà, c'est ça. Un inventaire, c'est toujours sélectif.
Oui. Sinon, il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a pas d'inventaire. Par exemple, la civilisation chinoise, qui était une grande civilisation impérialiste, Ouais. qui a dominé toute l'Asie, Ouais. n'a pas laissé derrière elle ni les droits de l'homme, ni la démocratie, ni la laïcité. Je voulais par dire exemple. choix, Voilà. en fait, par inventaire sélectif, vous faites un choix parmi une série de... Moi, je répète ce que j'ai dit Oui. tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un continuum dans les civilisations. Il s'est trouvé que la civilisation occidentale, qui est la dernière en date, qui est la dernière en date, qui reste à définir, elle a été porteuse, où elle a donné naissance au XVIIe siècle à un mouvement qu'on a appelé le mouvement des Lumières et qui a conduit à l'humanisme, qui est un mouvement que je revendique moi en tant qu'appartenant à l'humanisme et essayant de le développer aujourd'hui là où je suis. C'est très important. On ne peut pas tout rejeter. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Isabelle Alonso. Peut-être que ce qu'il est important de faire, c'est que si on définit le mot... Si on laisse définir le mot civilisation par une hiérarchie, finalement, on donne raison aux gens qui établissaient une différence entre les civilisations et les supposés primitifs. Je pense par exemple aux cultures scandinaves. On a beaucoup parlé des barbares venus du Nord qui achèmenent tout sur leur passage et tout. Ouais. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces cultures-là étaient largement aussi raffinées ou pas raffinées que la nôtre. C'est juste qu'elles ont été perçues comme ça par nous parce qu'elles venaient nous envahir. De cette manière. Quand je dis nous d'ailleurs, on va dire les gens qui peuplaient la France à l'époque. Donc ça serait donner raison finalement aux impérialistes et aux colonialistes que de les laisser s'attribuer le mot civilisation. C'est au nom de la civilisation qu'on a commis des atrocités, comme on les commet aujourd'hui au nom de la religion. Pour autant, mais qui peut la être religion assimilé à une existe. civilisation. Selon le discours qu'on a pu entendre du ministre de l'Intérieur, on a l'impression qu'il fait un amalgame entre ce qu'il estime être le fait d'une religion et ce qu'il estime être le fait d'une civilisation. Et quant à la question des Lumières, de manière simultanée, on a vu des philosophes invoquer des questions relatives aux libertés et en même temps justifier l'esclavage. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et il y a beaucoup de gens qui ont créé leur propre facteur de liberté indépendamment de la civilisation occidentale. En Afrique, il y a quelque chose un texte qu'on appelle la charte du Mandé, qui n'est jamais invoqué, mais qui est un texte fondateur des libertés fondamentales et qui vient du continent africain, qui n'est pas assimilé à la civilisation occidentale. Et moi, j'ai vraiment un problème aussi avec la définition qu'on peut faire de cette civilisation-là, parce qu'on commence avec de l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours en France. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une cohérence. Et j'ai plutôt l'impression que ce qu'on appelle la civilisation occidentale s'accommode en fait de tout ce qui s'est fait de positif, plus ou moins européen. Mais ça me semble quand même très très large de mettre dans le même tas l'Antiquité grecque avec les États-Unis actuels. Ce qui m'a frappé moi dans les déclarations de Guéant, c'est que, pas pour revenir dessus parce que ça a déjà largement assez fait parler, mais ce qui m'a énormément choqué, moi, c'est avec quelle espèce de cynisme absolu il instrumentalise la question des femmes pour dire attention, nous on est mieux que les autres parce que regardez, ici on respecte les femmes. Alors je trouve ça très légèrement gonflé de sa part parce qu'il appartient précisément à une famille idéologique dans notre culture qui a toujours été vent debout contre le changement de condition des femmes. Il m'a fait penser à ces femmes très conservatrices qui prônent les valeurs traditionnelles et la femme au foyer alors qu'elles-mêmes font carrière. C'est-à-dire qu'elles-mêmes profitent des conquêtes féministes. Et là, on est un petit peu dans le même truc. Il appartient à la famille idéologique qui coupe les subventions aux associations féministes, qui a assoiffé, qui ne finance pas les lois qu'ils votent eux-mêmes, qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'appliquer la loi sur la parité et qui vient dire, nous, ici, on respecte les femmes. Alors, on se moque de Isabelle nous. Alonso a sauté le pas. Pourquoi les femmes, Smaïn Lacher, sont le curseur, en fait, qui fait que, même si vous avez donné pour synonyme à civilisation, culture, société, qui fait que, justement, une culture semble mieux qu'une autre, supérieure à une autre, pour revenir au thème de la hiérarchie? Je ne sais pas si une culture est supérieure à une autre. Je crois... D'un point de vue français ou occidental? Mais même du point de vue français occidental, il y a des systèmes culturels qui organisent les rapports sociaux d'une manière générale, et en particulier les relations hommes-femmes, selon leur histoire, selon leur conception du monde, etc. On peut dire, je dis personnellement, qu'il y a des systèmes culturels qui ont travaillé à une politique plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Il y a des sociétés qui ont été infiniment plus attentives que d'autres sociétés aux conditions ontologiques de chacun, hommes et femmes. Et
si les inégalités sont extrêmement puissantes entre les hommes et les femmes, ça veut dire, c'est aussi un indicateur qu'il y a par ailleurs dans les autres sphères de la société des inégalités extrêmement profondes. Plus vous réduisez les inégalités entre les hommes et les femmes, et plus vous réduisez aussi du même coup, dans le même mouvement, les inégalités dans les autres sphères de la société, dans le monde du travail par exemple, dans le monde domestique par exemple, mais aussi si les rapports entre les hommes et les femmes sont les moins inégalitaires possibles, la définition de l'espace public n'est plus le même. La relation entre l'espace privé et l'espace public n'est plus le même. Les modes de circulation des uns et des autres dans l'espace public n'est plus le même. Donc il n'y a pas comme ça des femmes qui seraient, ou la femme qui par essence serait un indicateur. Elle peut renseigner, elle peut être un indice de... elle est au fond une loupe grossissante, elle est une loupe grossissante de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas par ailleurs. Bon, alors justement, à propos de loupe grossissante, on va revenir, et pour faire écho à vos propos, Isabelle Alonso, à l'affaire DSK, durant laquelle un certain nombre de propos sexistes se sont pour le moins libérés. Regardez. Depuis quelques jours, les associations féministes sont en colère et elles entendent le faire savoir. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées cet après-midi pour protester contre des propos tenus sur l'affaire DSK, des propos de personnalités qu'elles jugent sexistes. En cause notamment Jean-François Kahn, qui avait évoqué un troussage de domestiques. On s'est aperçu que dans l'inconscient collectif du grand homme blanc, eh bien, le viol, c'est pas si grave. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a peut-être une vie de femme brisée. Les personnalités rassemblées dénoncent la banalisation des propos misogynes qui entretiennent une certaine confusion face aux violences faites aux femmes. Cette solidarité masculine de caste, j'emploie les mots, on pourra les discuter, mais je le dis comme ça sort, et bien cette solidarité-là, elle dit aussi quelque chose de cette ambiance grivoise. Il y a une présomption d'innocence. Pour Dominique Strauss-Kahn, elle est inaliénable, elle est indiscutable. Il y a une présomption de véracité des propos tenus par la plaignante. En quelques heures, une pétition initiée par ces associations a rassemblé plus de 13 000 signatures. Une réponse aux blagues sexistes dont les réseaux sociaux regorgent ces derniers jours. Quand vous voyez un responsable public, parfois un grand patron de presse, ça peut être aussi un responsable politique, ça peut être un responsable économique important, tenir des propos misogynes, et au fond de vous, vous vous dites, allons-y. Les associations rappellent que 75 000 femmes sont victimes de viols en France chaque année, mais que seuls 10% d'entre elles osent porter plainte. Isabelle Alonso, est-ce qu'il faut regarder de plus près la société française d'abord avant de faire des comparaisons avec les autres cultures et les autres sociétés? Évidemment, c'est ici et maintenant qu'il faut agir. C'est très bien de se solidariser avec les femmes d'autres pays, et vraiment, les féministes le font à longueur de temps. Mais la première chose, c'est de regarder dans la société française d'aujourd'hui qui se trouve, qui s'auto-estime un modèle de, je ne sais pas, moi, de respect des droits de l'homme, etc., de démocratie, voir comment ça se passe vraiment sur les terrains. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas le terme sexisme, j'utilise le terme machisme. Ça vient d'un mot espagnol qui veut bien dire ce qu'il veut dire, et c'est bien la violence du mâle sur la femelle. Donc c'est du machisme, et ce machisme-là, il est en action permanente dans les médias, où une espèce de solidarité masculine constante joue, beaucoup alimentée par le fait d'ailleurs que contrairement au plateau d'aujourd'hui, qui est une bienheureuse exception, nous sommes 3 femmes sur ce plateau, c'est rarissime. Sur les plateaux, les débats, les talks, etc., il y a la plupart du temps des hommes entre eux, de temps en temps il y a une femme qui sert d'alibi et qui... C'est difficile de s'exprimer quand on est seul sur un plateau. Et voilà, donc ça fait partie du quotidien, tellement quotidien qu'on ne s'en rend plus compte. Ok, Diallo. Alors c'est amusant de voir ce sujet, entre guillemets, parce que j'ai participé à un ouvrage collectif qui s'appelle justement Un troussage de domestiques, qui revenait sur le traitement, qui était dirigé par Christine Delphi et qui est paru aux éditions Syllabs, et qui revenait sur le traitement médiatique de l'affaire DSK. Et moi, ce que je soulignais dans le texte que j'ai écrit, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on perçoit le sexisme selon l'endroit d'où il provient. Et à la même époque, Claude Guéant, donc encore lui, qui est ministre de l'Intérieur, avait refusé d'attribuer la nationalité à un homme algérien parce que cet homme se montrait sexiste envers sa femme. Et je crois que le sexisme est pourtant un tort très partagé, largement partagé par les Français. Et que ça ne peut... c'est assez étrange de voir que dans un pays où 82% des parlementaires sont des hommes, où il y a 75 000 viols par an, finalement on considère que le sexisme ne peut en aucun cas être un trait de caractère.